merci pour cette présentation, pour l'organisation de ce colloque et puis pour votre participation à ce panel, entre autres. Alors, voilà, donc on voudrait parler un petit peu des relations entre prostitution et émancipation dans les débats actuels sur la prostitution en France, et notamment dans les mouvements féministes anticapitalistes, ou peut-être pour le dire de manière un peu plus large, dans les lutte autour des rapports de genre et de sexualité et des rapports de classe. Avec l'idée que le thème de l'émancipation, il est au centre de ces débats, actuellement, et pas seulement avec la question des relations entre prostitution et émancipation, c'est-à-dire de la question de savoir si ce serait l'émancipation de ou par la prostitution, mais l'idée aussi que l'objet de ces débats, c'est toujours la capacité des prostituées ou des travailleurs et travailleuses du sexe à penser elles-mêmes et eux-mêmes leur émancipation et à s'inscrire ainsi dans notre lutte sociale. Donc quelques petites remarques juste avant. Sur l'approche qu'on voudrait avoir, c'est d'abord de ne pas partir d'une définition a priori de ce que serait l'émancipation, une définition qu'on appliquerait à la prostitution, mais plutôt, en conséquence, de ne pas forcément se positionner sur la question de la prostitution, comme émancipation ou oppression, mais plutôt ce qu'on voudrait proposer, c'est une analyse de quelques-uns des mécanismes et de leurs effets qui sont produits dans et par les conflits entre ces mouvements à propos du travail du sexe et au nom de l'émancipation. Donc on prend en compte pour cette analyse les sujets de ces discours, c'est-à-dire les personnes qui pensent l'émancipation, et celles qui seraient censées être concernées par cette émancipation. Et on voudrait analyser donc les relations entre des mouvements conflictuels et hétérogènes et la place notamment des travailleurs et travailleuses du sexe dans ces conflits. Donc on parlera d'abord de ces sujets, de ces discours sur les relations entre émancipation et prostitution, c'est-à-dire la question de savoir qui pense l'émancipation, et notamment quelle est la place des travailleurs et travailleuses du sexe pour la penser, cette émancipation. Et puis aussi une deuxième question qui concerne les personnes que concernerait ou que toucherait cette émancipation de ou par la prostitution, et notamment leurs effets sur d'autres luttes, donc le positionnement en marge ou à l'intersection d'autres luttes par ailleurs. Et juste avant, je vais essayer de présenter très rapidement le contexte de la situation actuelle en France, avec l'histoire de tous ces mouvements, donc c'est un peu large, mais en gros, l'émergence du mouvement abolitionniste, le mouvement abolitionniste émerge à partir de la fin du 19e siècle, en France et en Europe, dans un contexte où la prostitution est réglementée, en tout cas en France, c'est-à-dire que les prostituées doivent travailler dans les maisons de tolérance, elles sont soumises aux contrôles sanitaires, aux contrôles policiers, et celles qui travaillent ou exercent ou pratiquent en dehors de ces maisons sont réprimées. Donc à ce moment-là, au moment où émerge l'abolitionnisme, ça signifie l'abolition du système réglementariste, avec le constat qu'il est inefficace, notamment les contrôles sanitaires sont inefficaces face à l'épidémie de syphilis, et puis aussi avec une critique de son principe, l'opposition à la traite des femmes par la prostitution, et en particulier dans le cadre de la réglementation. Donc l'abolitionnisme comme émancipation, déréglementation sur la prostitution, qui est au croisement, pour le dire vite, de mouvements chrétiens, protestantisme anglican, puis catholicisme social, et puis du féminisme de la première vague, puisque c'est notamment un mouvement de vague avec Joséphine Butler. Très rapide, mais voilà. Une deuxième étape, c'est dans les années 70, le renouvellement féministe avec le féminisme de la seconde vague. Donc à ce moment-là, en France, c'est un système abolitionniste, c'est-à-dire que la réglementation de la prostitution a été abolie à partir de 1946, et donc c'est toujours le cas en ce moment. La prostitution n'est pas interdite, mais elle n'est pas autorisée non plus, et c'est certaines conditions d'exercice qui sont interdites. Et donc, ça donne lieu à un renouvellement de l'abolitionnisme qui devient un mouvement pour l'abolition non plus de la réglementation, mais de la prostitution en elle-même. Et de là, donc, un événement, c'est le mouvement de 75, un mouvement de prostituées qui se mettent en grève, qui occupent des églises dans plusieurs villes en France, et qui émerge notamment avec le soutien d'associations abolitionnistes catholiques, donc le mouvement d'Unis en particulier, et ce qui donne lieu à une problématisation féministe. En fait, le fait que une tension pour les mouvements féministes, le mouvement de libération des femmes qui se positionne du fait de ce mouvement et qui se positionne donc le plus souvent contre la prostitution en tant que ce serait une institution patriarcale, et en même temps en soutien aux prostituées qui sont en grande majorité des femmes.
donc un nouveau renouvellement d'abolitionnisme qui est toujours au croisement entre certains mouvements religieux et certains courants féministes. Donc en gros une coalition un peu plus hétérogène, plus large, mais qui garde cette histoire, et l'émergence ponctuelle de mobilisations de prostituées, et en fonction des soutiens, puis ce qui se renforce depuis les années 90, avec deux éléments: l'apparition du VIH, donc la création de l'association de santé communautaire dans les années 90, qui ont pour objectif de lutter à la fois contre l'épidémie à VIH et contre la stigmatisation des prostituées qui serait un groupe à risque. Et une deuxième étape, ce serait plus dans les années 2000, la lutte contre la répression de la prostitution, qui concerne cette fois encore beaucoup des associations de santé communautaire, de prévention, de lutte contre le sida, contre des arrêtés municipaux depuis 2002 dans certaines villes, la loi de sécurité intérieure qui rétablit le délit de racolage passif en 2003, et puis le projet de pénalisation des clients à partir de 2011. Donc voilà, la multiplication de rencontres, de manifestations et de mobilisations qui font qu'on peut parler maintenant d'un mouvement de travail du sexe en France qui était déjà auparavant dans d'autres pays, mais qui s'ancre en France avec des manifestations, des rencontres, les assises de la Constitution tous les ans, et puis la création en 2009 du STRAS, le syndicat de travail sexuel. Tout ça pour en venir à la situation actuelle, donc avec des débats qui opposent des mouvements, en tout cas des mobilisations, croisements des rapports de sexe, de genre, de sexualité, et puis des rapports de classe, avec la prostitution et le travail du sexe qui serait à la fois une institution du patriarcat, donc une pratique qui engage la sexualité et qui implique des femmes au service d'hommes le plus souvent, et puis comme un rapport de travail, ou en tout cas une pratique qui est déterminée par des conditions sociales pour l'accès à des ressources matérielles. Et donc des mouvements différents courants du mouvement abolitionniste qui entendent concilier une critique de la prostitution et un soutien aux prostituées, ce qui devient d'autant plus difficile depuis l'émergence et le développement de ces mouvements de travailleurs et travailleuses du sexe qui revendiquent au contraire l'émancipation par le travail du sexe, ou en tout cas la possibilité de poursuivre cette activité, et qui se trouve donc à l'intersection entre ces mouvements féministes et les mouvements de travailleurs et travailleuses. Du coup, là, dans un deuxième temps, je vais analyser un petit peu les discours qui sont faits sur les prostituées, sur la prostitution, qu'est-ce que c'est, par qui sont faits ces discours et quels sont les mécanismes qui les régissent. Alors en fait, on peut repérer dans les discours abolitionnistes dans un premier temps, donc de l'abolition de la prostitution, ce qu'on constate en fait, c'est que dans les discours qui visent à l'abolition de la prostitution, il y a une essentialisation de ce qu'est la prostitution, c'est-à-dire qu'à la base, la prostitution qui est un échange économico-sexuel, donc une forme d'échange service sexuel contre argent, est redéfinie dans des termes de violence, d'esclavage, qui sont non plus des formes de rapport, mais des formes de conditions de travail, qui est l'esclavage. Et du coup, il y a une redéfinition de la prostitution comme c'est un esclavage par nature et indépendamment de ses conditions d'exercice. Et en plus d'être un esclavage, c'est également une violence sexuelle, puisqu'il y a tout un débat autour du fait que quand bien même la travailleuse du sexe consentirait au rapport sexuel qu'elle a, ils ne sont pas désirés, et donc ce serait une violence pour elle qui créerait des traumatismes. Donc la prostitution est définie non seulement comme un esclavage et comme une violence sexuelle. Et en fait, ces deux termes qui servent bien souvent aujourd'hui à définir la prostitution ont comme conséquence que la parole des premières concernées, à savoir les prostituées et travailleuses du sexe, est invalidée puisque d'une part, dans la mesure où la prostitution est un esclavage, les prostituées sont des esclaves au service d'un proxénète, et donc soit de toute manière elles n'ont par définition pas accès à la parole du fait de leur statut d'esclave, quand bien même elles prendraient la parole, en réalité leur parole serait une parole d'aliéné puisqu'elles défendraient en réalité seulement leur droit à faire perdurer cette industrie au profit des proxénètes. Et donc ce serait une parole aliénée à laquelle on ne peut pas faire confiance. On nous cite à peu près tout le temps, en fait, dans les années 75, justement, dans les grandes mobilisations de travailleuses du sexe, il y avait cette prostituée de Lyon connue qui est Ula,
qui était une figure du mouvement des prostituées et qui, quelques années après, aurait avoué qu'en fait, si elle avait un proxénète, donc une a menti un jour, s'est dit libre alors qu'en fait elle avait un proxénète, et donc par définition aujourd'hui, toutes les personnes qui se disent libres, en réalité, parlent au profit de leur proxénète. Et donc il y a une invalidation politique de la possibilité de parole des travailleuses du sexe. Une autre conséquence de l'essentialisation de la prostitution, qui en fait une violence par essence, c'est l'invalidation psychologique, voire psychiatrique, puisque dans la mesure où la prostitution est une violence qui cause des traumatismes, alors déjà, d'une part, elle est souvent le symptôme de traumatisme antérieur. Si on se prostitue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été avant, et donc l'exercice du travail sexuel apparaît comme un symptôme d'un traumatisme précédent. Et par ailleurs, l'exercice de la prostitution cause de nouveaux traumatismes qui ont pour conséquence que la personne, la première concernée à nouveau, on ne peut pas prendre au sérieux sa parole, on ne peut pas la considérer et lui faire confiance en tant que telle, puisque c'est une parole symptomatique de certaines souffrances. Donc ça, c'est une thèse qui a notamment été développée par Judith Trincard, qui est médecin légiste, elle a une thèse sur la décorporalisation, donc le fait qu'en réalité les prostituées, pour pouvoir survivre à la violence de leur activité, se décorporalisent et donc finalement en viennent à se séparer de leur corps et n'ont plus conscience de ce qui leur arrive. Et donc comme elles n'ont pas conscience de la violence qu'elles subissent, parce qu'elles sont obligées d'être dans une position de déni, sinon elles ne pourraient pas survivre à cette violence. À partir du moment où elles sont dans cette position de déni et qu'elles n'ont pas conscience de la violence qu'elles subissent, on ne peut pas leur faire confiance non plus quant à ce qu'elles disent sur elles-mêmes. Donc ces représentations essentialisées de la prostitution donnent lieu donc à l'incapacité de pouvoir prendre au sérieux la parole des travailleuses du sexe, excepté bien évidemment les travailleuses du sexe repenties, les survivantes, qui vont dire après que « Ah mais oui, à l'époque je me trompais, je le vivais bien, mais en réalité aujourd'hui je me rends compte que c'était violent ». Il n'y a que ces paroles qu'on peut prendre au sérieux, et donc les seules paroles qu'on peut prendre au sérieux, donc c'est celles pour qui l'émancipation signifie s'émanciper de la prostitution. Et donc à côté, il y a les mouvements de travailleurs du sexe qui mettent, pour qui l'émancipation est moins s'émanciper de la prostitution en elle-même que s'émanciper par la prostitution entendue comme travail. Donc évidemment, on ne parle pas d'émancipation absolue, mais du coup là c'est toi qui vas continuer. Ouais, mais en fait, du coup, les mouvements de travailleurs du sexe viennent en opposition à plusieurs points, au mouvement abolitionniste, et, notamment sur cette question d'essentialisation, en défendant plutôt une approche matérialiste de ce que peut être le travail du sexe, c'est-à-dire une activité rémunératrice, un échange de services sexuels contre une rémunération. Et une activité qui peut être réalisée par différentes personnes, dans différents contextes, dans différentes conditions, en s'opposant donc à l'idée qu'il y aurait un plus vieux métier du monde qui serait permanent dans l'histoire. Et par exemple, c'est l'idée par exemple c'est pour ça que par exemple c'est l'objectif du fait de parler de travail du sexe, c'est-à-dire à la fois de prostitution sous ces différentes conditions, que ce soit dans la rue, en camionnette, dans des hôtels, dans des appartements, mais aussi de pornographie, de striptease, de regrouper différentes conditions de travail exercées par différents travailleurs et travailleuses. Une autre opposition, c'est contre l'essentialisation de la prostitution comme une contrainte. Les mouvements de travailleurs du sexe affirment donc plutôt l'autodétermination des personnes. Et par exemple, c'est ce qu'on trouve dans l'histoire de cette expression de travail du sexe, telle qu'elle est racontée par Carol Lee, donc celle qui l'aurait inventée. C'est une travailleuse du sexe qui vivait à San Francisco dans les années 70-80, qui avait créé cette expression à une conférence des Women Against Violence in Pornography, donc à un mouvement féministe, et qui raconte
En entrant dans l'atelier sur la prostitution, j'ai vu afficher le titre de l'atelier où les mots « industrie de l'exploitation du sexe » m'ont frappé et choqué. Comment pourrais-je m'asseoir avec ces femmes comme une égale si elles me chosifiaient ainsi, si elles me décrivaient comme quelque chose qu'on ne faisait qu'exploiter, niant par le fait même mon rôle de sujet et d'agent dans cette transaction. Et donc pour elle, le fait de parler de travail du sexe avait pour objectif de réconcilier ses objectifs féministes avec la réalité de sa vie et de celle des femmes qu'elle connaissait. Je cite à nouveau là. En opposition encore au mouvement abolitionniste, les mouvements de travailleurs et travailleuses du sexe considèrent aussi le fait que s'exprimer sur son activité est légitime pour toutes les personnes qui l'exercent. Et par exemple, le STRAS notamment défend une expertise des travailleurs et travailleuses du sexe, et c'est ce qui était dit dans un communiqué au moment de la création d'un groupe de travail sur la prostitution en mars 2010. Donc le communiqué disait « Nos élus doivent comprendre qu'ils ne trouveront pas de solution politique sans notre participation aux prises de décision nous concernant. Ils seront voués à répéter les mêmes échecs s'ils ne consultent pas les personnes qui vivent la prostitution au quotidien et savent tout des conséquences de leur politique. Nous sommes les seuls à détenir l'expertise sur nos vies. » Donc une expertise des personnes et une légitimité qui sont précisément sur cette expertise par l'expérience et pas sur une représentativité. Et d'où les réponses aux critiques de la représentativité du STRAS. Le fait que le STRAS, d'une part, tend à la représentativité en termes de nombre et de diversité des adhérents, et notamment des porte-paroles, et puis aussi le fait que la représentativité, dans ce syndicat autogestionnaire, n'est pas un enjeu en soi, puisque la condition de l'organisation du syndicat, dans ce syndicat, les participants renoncent à penser à décider pour les autres, mais au contraire se concentrent sur ce qu'ils et elles veulent pour elles et eux-mêmes, et qu'ils assument pleinement, dès le départ, le caractère personnel et situé de leur demande et de leur implication dans le syndicat. Donc voilà, pour le dire vite, une des oppositions entre ces mouvements, c'est, en tout cas la critique du mouvement de travail du sexe, c'est une approche plutôt matérialiste du travail du sexe, qui fonde une expertise des personnes concernées, et d'où leur légitimité à s'exprimer, du fait notamment de leur expérience, et donc ainsi leur revendication d'autodétermination et la capacité à s'organiser. Pour conclure, enfin ça va être une longue conclusion, mais pour conclure et élargir, on voulait revenir sur justement les relations, donc on a vu qu'elles étaient un peu conflictuelles, mais les relations possibles et les dynamismes qui existent quand même à l'intersection, à l'intersection du mouvement des travailleuses du sexe, qui est à l'intersection des mouvements féministes, anticapitalistes, etc. En réalité, ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que les discours abolitionnistes qui tendent à rendre notre parole impossible, de fait, nous excluent les travailleuses du sexe de leur lutte, puisque on est exclu de la lutte des travailleurs et travailleuses et des luttes syndicales parce que le travail du sexe ne peut pas être un vrai travail et du coup nos revendications pour de meilleures conditions de travail ne sont pas acceptables et on devrait juste demander à changer de travail et donc on est exclu de la gauche traditionnelle, on va dire. Ce qu'on avait vu notamment quand Henriette Zouguebi, qui est une élue du Parti communiste, nous avait qualifié de proxénètes déguisés en prostituées ou en alliés des prostituées. Donc il y a un rejet vraiment d'une tendance de la gauche des travailleuses du sexe, parce qu'il y a aussi cette idée que tout ne peut pas être marchandé, notamment la sexualité, c'est trop capitaliste. Et une exclusion des mouvements féministes, puisque pour certains mouvements féministes, la prostitution est en soi une soumission à l'ordre patriarcal, et que du coup, se battre pour continuer à exercer ce travail, ce serait faire le jeu du patriarcat, et à partir de là, elles ne reconnaissent pas nos revendications, elles les refusent totalement, et elles nous refusent du coup, en fait, notre statut de femme, puisque à force de nous réduire à notre seul statut de prostituée et non pas de femme qui travaille, on est de fait interdite de certains mouvements, puisque la plupart reposent sur, et de plus en plus,
ce qui crée une convergence entre plein de collectifs féministes aujourd'hui, c'est l'abolition. Et alors à côté, elles vont se battre contre la précarité des femmes, pour de meilleures conditions de travail pour les femmes qui, comme on le sait, sont bien plus touchées par la précarité. Mais les revendications des travailleuses du sexe qui se battent également contre la précarité qui les touche, ça n'a aucun écho et elles ne veulent pas en entendre parler. Alors que les travailleuses du sexe sont doublement exclues des luttes traditionnelles, classiques, féministes et syndicalistes, anticapitalistes, gauchistes, alors que pourtant c'est un mouvement qui par ses revendications a beaucoup en réalité à partager avec ces luttes. Il se trouve vraiment à l'intersection de ces différentes luttes, notamment des luttes féministes, puisque c'est dans la continuité de toutes ces luttes pour la reconnaissance des travaux typiquement féminins, que ce soit les travaux domestiques, le travail du care qui est un enjeu aujourd'hui. Et de cette optique, on peut considérer que lutter pour la reconnaissance du travail sexuel, c'est également une lutte féministe pour visibiliser une activité féminine qui tend à être invisibilisée et donc déqualifiée. Et ensuite, au niveau de la lutte sociale plus générale, puisque les travailleuses du sexe sont aussi des femmes et donc en tant que telles, qui ont des problématiques, beaucoup de migrantes qui ont des problématiques particulières, de femmes vieillissantes, de personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Et donc il y a vraiment une organisation qui peut se construire à l'intersection de mouvements existants déjà. On a parlé des précaires pas mal et je pense que c'est une optique intéressante. Alors en France, on n'en est pas, ça avance doucement. Après, on peut voir un peu quand même, on peut avoir un peu d'espoir quand on sait qu'au Mexique, la lutte des travailleuses du sexe a le soutien total des luttes du Chiapas et en fait partie intégrante. Il y a un livre qui est sorti à ce sujet, donc c'est l'autre campagne et la lutte des classes des travailleuses du sexe au Mexique. Donc là-bas, les travailleuses du sexe sont inclus à la lutte des classes. Et en France, il commence à y avoir... il y a une partie quand même de la gauche qui a du mal à dire qu'on peut pas refuser, qu'il faut refuser les travailleuses du sexe dans la lutte. Et donc je conclurai par une citation d'un militant de la CNT qui a fait une contribution pour la revue Les Temps Maudits sur la syndicalisation des stripteaseuses et prostituées. Il faut savoir que la CNT, les seuls travailleurs qu'ils acceptent de syndiquer, c'est les forces d'État et les patrons. Et donc la citation, le militant explique « L'univers du pipe show, par exemple, est un univers extrême, ce qui sous-tend une exploitation extrême et des conditions de travail extrêmes. Et donc l'extrême nécessité, si la possibilité existe, de favoriser l'émergence d'un syndicat qui puisse se battre pour revendiquer des droits, organiser les travailleurs et les travailleuses. C'est bien là que la CNT doit être particulièrement présente, là où la société dans laquelle nous vivons est en contradiction la plus flagrante avec nos principes, et non dans les refuges confortables où les diverses oppressions, patriarcales, capitalistes, étatiques, donnent à voir leur visage le plus doux. Prostituées, stripteaseuses, il serait assez curieux que ce soit eux que nous choisissions de refuser avec les flics et les patrons. »